628e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors l'actualité change, nous parlerons cette semaine un petit peu moins de la crise sanitaire et de la Covid, puisque c'est l'Afghanistan qui arrive au premier plan avec le retour au pouvoir dans des circonstances précipitées, dira-t-on, du gouvernement des talibans. Quelle impression d'abord ces images vous ont donné, ce chaos sur l'aéroport de Kaboul? Je veux dire que je suis très inquiet de ce que j'ai pu voir parce que je me suis dit que si je transportais ces images sur celles d'un certain nombre de pays où les mêmes événements pourraient se produire avec beaucoup plus de violence, on ne sait pas d'ailleurs encore quelle sera la violence de ceux qui se passeront en Afghanistan. Mais on s'imagine que, quoi qu'il en soit, cela produira des fuites de gens de la part de ces pays, et que si elles venaient de Turquie ou d'Algérie ou du Maroc, elles pourraient tout simplement nous submerger. Et c'est, je crois, le grand danger qui nous guette dans les années qui viennent, c'est la submersion par des vagues migratoires de gens aux mains nues que l'on ne saura combattre et qui passeront en quelque sorte par-dessus toutes nos défenses. On se souvient que vous aviez pris position en 1990 contre la première intervention occidentale en Irak. C'était la première guerre du Golfe. Position que vous avez réaffirmée à l'occasion de la deuxième intervention des mêmes Occidentaux, auquel cette fois les Français ne participaient pas, à laquelle ils ne participaient pas. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de revivre éternellement les mêmes événements, intervention occidentale et fiasco occidental au final? Je crois que c'est pire qu'auparavant. Je dois dire que l'impression que laisse le départ des Américains en Afghanistan est sidérante et que je ne sais pas s'il y aura des événements sanglants qui s'en suivront, mais quoi qu'il en soit, la déroute de la politique menée par l'Occident face à ces pays me paraît extrêmement révélatrice de l'affaissement de notre civilisation. Alors, il y a la France, il y a les États-Unis, mais depuis la France, depuis longtemps, elle y a participé un peu, je crois, a perdu 90 hommes, mais tout de même, ce n'est pas à la dimension de l'histoire de notre pays. Les Américains auront en 20 ans investi 1000 milliards de dollars pour construire une armée afghane qui n'a pas combattu et qui a même complètement disparu, avec un retour très brutal de ce gouvernement issu du mouvement taliban. Et puis tout cela était prévisible après tout, puisque les accords de Doha, qui datent de plus d'1 an, allaient dans le sens du retrait américain. Alors pourquoi cet effet de surprise? Ceci tient au rêve des Occidentaux que leur mode de civilisation étant supérieur s'impose dans tous les pays du monde pour leurs bénéfices réciproques. Ce n'est pas le cas. Notre civilisation et ses valeurs sont sans exemple pour ces pays-là. Ils ont leurs propres problèmes, dont celui du monde entier, de la multiplication des populations, mais en plus, ce sont des populations islamiques, avec une foi, avec une croyance, avec des valeurs qui sont différentes des nôtres et qui ne sont probablement pas assimilables à notre civilisation, ce qui est le fond du problème. Mais vous qui avez été un partisan de l'Algérie française, vous ne voyez pas une forme de contradiction, puisqu'après tout, toute l'aventure coloniale consistait à importer à d'autres peuples notre modèle? Non, tout à fait différent, en ce sens que nous avions la volonté, nous, d'imposer en quelque sorte aux populations que nous estimions en retard la civilisation supérieure qui était la nôtre. Il ne s'agissait pas de faire une transaction ou un remplacement. Il s'agissait de conquérir à la civilisation française des masses rurales en général que nous estimions proches de nous et en particulier rapprochées par la guerre commune que nous avions menée en 14-18 et en 39-45. Alors il semblerait, dans le contexte afghan, qu'il y ait deux grandes puissances qui interviennent directement et qui manifestent une forme
de reconnaissance préalable à ce futur gouvernement issu des talibans, c'est la Russie et c'est surtout la Chine. Est-ce que la Chine est en train de prendre pied dans cette partie de l'Orient? Oui, c'est-à-dire que la Chine est une grande puissance, en passe de devenir une superpuissance, que tout naturellement, les pays se tournent vers elle, qui ne partagent pas nos convictions, vont plutôt vers celles du communisme chinois, plus radical peut-être, plus exemplaire, plus massif en tout cas. Est-ce que les sanctions qui ont été prises par l'Europe en particulier, mais aussi par les États-Unis contre la Russie du président Poutine, ne sont pas en train de pousser les Russes vers une alliance qui les rapproche des Chinois, en nous éloignant de ce que vous appelez le continent boréal, que vous appeliez de vos voeux? Oui, ça c'est le côté extravagant de la politique américaine. Je dois dire que la volonté de continuer à considérer la Russie d'aujourd'hui comme celle d'hier, c'est-à-dire comme si elle était communiste, continuer à l'encercler, à la soupçonner, sinon à la combattre, elle la pousse tout naturellement en direction de l'Asie. Et ceci est absolument détestable et contraire à nos intérêts les plus élémentaires. Il est bien évident que la Russie fait partie de l'arc boréal, qui est la base de la survie de la civilisation que nous partageons. Vous avez regardé le président de la République il y a 48 heures maintenant, commentant les événements d'Afghanistan et décrivant ce que serait la position française, c'est-à-dire le rapatriement évidemment des nationaux français, et puis aussi des Afghans qui ont prêté main forte à notre représentation, qu'elle soit civile ou militaire, pendant les 20 dernières années. Comment avez-vous trouvé le président? Oui, je trouve le principe assez juste que l'on essaye de sauver du massacre ceux qui se sont compromis à nos côtés, mais en l'occurrence, s'agissant de l'Afghanistan, le nombre des cas Afghans qui se sont compromis avec la France est limité, et que nous essayons de les sauver en même temps, ou en tous les cas après, nos propres ressortissants, me paraît tout à fait logique et ne me choque pas. Ce que je crains, c'est que les événements d'Afghanistan, plongeant le pays dans le désastre économique, social, ne produisent des effets d'émigration dont nous serions la cible. Et car nous n'avons pas les moyens de recevoir ici des centaines de milliers d'immigrants afghans, pas plus d'ailleurs que d'autres pays du monde. Car supposons que ce qui se passe en Afghanistan se produise en Turquie, à proximité de chez nous, et déjà en Europe, ou l'Algérie, ou la Tunisie, ou le Maroc, et que des centaines de milliers de gens viennent comme cela, les mains nues, sans armure, sans armes, eh bien ils nous passeront littéralement sur le ventre. Alors vous avez vu que le président de la République, qui a évoqué cette question de l'immigration... Oui, j'ai trouvé d'ailleurs assez étonnant que le président de la République, pour une fois, ait cette lucidité d'évoquer les événements migratoires et de mettre en garde contre les flux migratoires originaux qui pourraient être insoupçonnés actuellement. Alors à ce sujet-là, il s'est pris une volée de bois vert de la part de plusieurs mouvements d'opposition de gauche qui lui reprochent de faire du Le Pen, avec ce tweet oui. Emmanuel Le Pen. Il y a un moment ou l'autre, il faudra faire du Le Pen, sous peine de disparaître. Et vous avez le sentiment, ça, que c'est en train de gagner du terrain, cette lucidité, ou bien ce sont des mots... événements. Ce sont les événements qui vont conduire les hommes à prendre un certain nombre de décisions douloureuses. Le malheur veut que ces décisions ne soient prises en général qu'une fois qu'il est trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard, vous savez, disait MacArthur, les deux mots qui expliquent tous les échecs, avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Ce que je crains, c'est que nous n'ayons pas, dans notre monde assez confortable, la perception des dangers considérables que reflète justement l'explosion de la population mondiale, passée, encore une fois, je le répète, mais de 2 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, et en voie d'expansion continue.
le risque que nous avons, le risque que nous courons est considérable. Nous qui sommes dans un état, disons, de déficit démographique, non seulement la France, non seulement l'Europe de l'Ouest, mais ce que j'appelle l'arc boréal, et qui comprend aussi les pays slaves, qui de toute évidence sont de beaucoup plus proches de nous qu'ils ne le sont de l'Asie, et que nous avons tout intérêt, au contraire, à garder proche de nous, plutôt qu'à éloigner. Alors un petit mot tout de même de la pandémie, la polémique autour du pass sanitaire. Fallait-il prendre la décision de rendre obligatoire la vaccination plutôt que de contourner cette obligation en créant toutes sortes de difficultés dans la vie quotidienne des gens pour les pousser à se faire vacciner, parce que si on n'est pas vacciné, eh bien on subit des contraintes qui rendent la vie quotidienne quasiment impossible. Cette décision de la vaccination obligatoire plutôt que le pass sanitaire, plutôt que de tourner autour du pot, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'auriez prise, vous? Je pense que l'État moderne n'est plus capable d'imposer des solutions de cette qualité. Je pense qu'en effet, dans la situation qui est la nôtre, il est probable que l'obligation de vaccination eût été plus normale, plus simple, sans détour, sans contour. L'enfant occidental reçoit déjà une dizaine de vaccins, par conséquent un de plus ou un de moins. Je dois dire que là, la tergiversation qui est faite autour de ces valeurs-là les rend fragiles et difficiles à admettre, et difficiles en plus à imposer pour un État. Et quand la nécessité en sera ressentie comme une nécessité absolue, les révoltes se font, qu'on justifie d'ailleurs, qu'on met en exergue à la télévision, etc., des manifestations anti-vaccins, ce qui est extravagant. Ou anti-pass vaccinal, ce qui n'est pas exactement la même chose. Si, c'est enfin anti-pass, c'est pas anti-vaccin, c'est vrai. Être obligé de circuler dans les trains ou dans les lieux publics vrai, avec un document... Enfin, moi, je suis majeur et vacciné. Y compris contre la Covid? Y compris, oui, y compris. Vous avez fait le choix de la vaccination? Pour l'instant, ça ne m'a pas créé de conséquences particulièrement néfastes. Je me porte bien. Alors, c'est une transition difficile, mais nous avons perdu deux personnalités proches du mouvement national cette semaine, à commencer par le colonel Jean Luciani, un béret vert comme vous. La vie passe et fait que nos contemporains s'éloignent de nous, effacés par la mort. Et le colonel Luciani était un ancien du 1er BEP d'Indochine et du 1er REP, grand soldat, s'il en fut. Il est d'ailleurs grand croix de la Légion d'honneur. Et je regrette beaucoup que mon état physique ne me permette pas d'aller lui rendre le dernier hommage qui doit lui être rendu. Qui lui a été rendu aux Invalides. Aux Invalides. En revanche, je serai, parce que c'est plus simple, auprès de l'ami Bailvet. Michel Bailvet, disparu cette semaine. Michel Bailvet, membre de la direction du Front, ancien trésorier, et qui nous a quittés. Il avait quelques mois de plus que moi, je crois. Nous étions de la même année, ça les faisait rire. Eh bien voilà, je pense que ça fait partie des devoirs qui sont les nôtres, d'accompagner jusqu'à la sortie de la scène les gens qui ont agi ensemble. On notera au passage d'ailleurs, puisqu'il y a un lien familial qui vous concerne presque directement, c'est que Michel Bailvet était l'oncle de votre ami Alexandre Simoneau, que l'on voit souvent, y compris dans la présentation de ce blog, et qui est l'un de vos proches. Oui, c'est pas, en effet, c'était une révélation qui m'a été faite. Pas de lecture cette semaine, mais la présentation d'une revue qui existe déjà depuis 2 ans, je crois. C'est à l'origine une initiative de Paul-Marie Couteau, que nous connaissons bien. C'est la revue Le Nouveau Conservateur. En voici les 4 derniers exemplaires. J'avais de l'amitié pour Paul-Marie Couteau, mais Paul-Marie a fait un travail
de revues extraordinaires, que des gens aient encore le temps, le courage, la volonté d'écrire, prouve que notre pays n'est pas encore arrivé tout à fait au bout de son chemin. Je souhaite qu'il soit le plus long possible. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.